commencer cette réunion. Merci à tous donc, de nous avoir rejoints dans les temps. Mille excuses pour la bascule en distanciel, mais compte tenu à la fois du nombre de participants et de l'environnement, on a préféré jouer la carte de la prudence et basculer cette réunion en distanciel, ce qui est toujours moins agréable que de se voir et d'avoir le plaisir de partager une réunion et un café accessoirement ensemble. On espère très vite que nous pourrons revenir à des modes de fonctionnement normaux, sachant que personnellement, moi, j'ai toujours une préférence pour le présentiel. Ceci étant, on va faire avec les contraintes du moment. Donc, je voudrais vous annoncer un peu le programme et le menu de notre réunion qui va se dérouler en deux temps, avec deux intervenants qui sont deux partenaires du MEDEF Lyon-Rhône sur cette matinale, à savoir la NDRH du Rhône et de l'Ain, ici représentée par Anthony Contat et Fabienne Villain, à qui je demanderai simplement pour rappel et en quelques mots de nous redire ce qu'est la NDRH et quelle est sa présence sur notre territoire. Et puis dans un deuxième temps, donc, parce que la NDRH, qui est l'association nationale des DRH, bien connue je pense de la plupart d'entre vous, a conduit un certain nombre de réflexions, que ce soit au niveau national et au niveau local, sur cette thématique de l'engagement collaborateur en période Covid. Et l'idée étant que la NDRH nous propose, enfin, que Anthony et Fabienne nous proposent un petit digeste des réflexions qui ont été conduites au sein de la NDRH. Et puis dans un deuxième temps, en partenariat avec Implid, c'est Nathalie qui prendra le relais pour livrer à son tour les réflexions et surtout les modes d'action préconisés par le cabinet Implid pour favoriser un engagement collaborateur dans cette période troublée et compliquée qui, de surcroît, s'éternise un petit peu. Et nous verrons que Implid a mis en place un partenariat avec une société qui est aussi qui a mis en place une plateforme digitale, hein, mais vous nous en direz un peu plus, Nathalie, qui permet notamment, qui est un outil de mesure de l'engagement collaborateur et qui permet de piloter la relation avec les collaborateurs et le management intermédiaire pour maintenir cet engagement en dépit de tout ce qu'on sait sur la difficulté de garder le lien quand on est dans une période où tout le monde travaille en télétravail, en distanciel, voire quand on a rompu le lien pendant un certain temps. Je pense en particulier à tout le secteur, tous les secteurs sinistrés, qu'on ne va pas rappeler ici, mais le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie, commerce, restauration, qui pour un certain nombre d'entre eux ont vu leurs collaborateurs s'évaporer dans la nature avec le temps et qui risquent très rapidement de se retrouver confrontés à la problématique inverse, à savoir comment retrouver des collaborateurs qui, pour un certain nombre d'entre eux, eh bien, vu la longueur de la période de crise, ont changé leur fusil d'épaule et sont partis sur d'autres projets ou voire sur des projets de création d'entreprise et donc ne sont plus disponibles pour l'entreprise. Avant de céder la parole à Anthony, que je remercie notamment pour la gestion de la réunion et la mise en ligne des présentations, je voudrais simplement vous demander, pour des raisons techniques, de bien vouloir, quand vous n'avez pas la parole, couper vos micros de façon à ce qu'on n'ait pas d'interférence. Adresser bien entendu des remerciements à vous tous et à nos partenaires, mais ça c'est fait. Introduire le sujet, c'est fait également, et vous indiquer que notre petit échange est enregistré et que donc nous vous adresserons à l'issue de la réunion un lien qui vous permettra de conserver, je dirais, la trace des échanges à travers cet enregistrement qui vous sera retransmis.
Dernier point technique avant de céder la parole à Anthony. Vous rappelez que vous avez la possibilité d'utiliser le chat qui sera donc en marge de votre écran. Et je tâcherai d'avoir un œil sur le chat durant tous nos échanges de façon à faire remonter vos questions. Et enfin, dernier point avant de céder la parole à Anthony, je voudrais vous signaler que dans l'intervalle, nous sommes montés à 43 participants connectés à cet instant. Voilà, j'ai rappelé l'essentiel des règles du jeu. Maintenant, je propose à Anthony de rentrer dans le vif du sujet en nous livrant les résultats de l'étude conduite au sein de l'ANDRH. Anthony, est-ce que tu nous entends? Bien sûr, merci Bruno. Voilà, eh bien, la parole est à toi. Bon, merci beaucoup. Déjà, au nom de Fabienne, notre bureau et moi, on te remercie parce que c'est vrai que nous sommes ravis de pouvoir partager cette matinale entre les DRH et les employeurs. C'est important pour nous d'être à vos côtés sur ces thématiques-là. Donc, déjà, un grand merci. Une petite précision, donc pour la ANDRH, nous serons 3 aujourd'hui avec nos étiquettes ANDRH, mais aussi nos étiquettes DRH d'entreprise. Donc, très rapidement, je vais laisser Fabienne et Irène se présenter, que vous sachiez à qui vous avez affaire. Fabienne, je te laisse la parole. Oui, merci Anthony. Bonjour à vous tous et merci pour votre invitation. Donc, je suis Fabienne Villain, je suis présidente de l'ANDRH du groupe Rhonéen. On va vous expliquer tout à l'heure en quelques mots qui est la NDRH Rhonéen, et je suis également DRH pour le groupe Carrier. Le groupe Carrier, c'est une entreprise américaine qui a une forte implantation en France dans les secteurs du chauffage, de la climatisation et de la protection du bâtiment. Et je suis en charge de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique pour cette entreprise. Merci. Irène? Ah, Irène, il faut mettre votre micro. Ah, je crois qu'on ne t'entend pas, Irène. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te présenter le temps que tu réactives ton micro, parce qu'on aura quand même besoin que tu puisses intervenir après. Donc, Irène Gazel fait partie de notre bureau depuis maintenant 2 ans et elle est la directrice générale de l'Université Lumière Lyon 2. Et nous souhaitions pouvoir avoir un peu 3 visions de ce qui se passe dans nos entreprises, avec donc le grand groupe international avec Fabienne, le secteur public avec Irène. Et donc, moi, je termine donc la présentation. Moi, je suis DRH à temps partagé en PME, et particulièrement au sein de 2 PME. Actide, qui est une société dans le secteur de la métallurgie, et Ma Chance Moi Aussi, qui est une association dans le secteur social, toutes 2 basées en Savoie. Et donc, on vous parlera un petit peu de ce qu'on a pu mettre en place au sein de ces entreprises sur cette thématique de l'engagement. Alors, juste en quelques mots, on vous fait une petite présentation effectivement de la NDRH pour ceux qui ne connaissent pas la NDRH. Donc, la NDRH est une association nationale qui existe depuis plus de 70 ans maintenant. Il y a au niveau national plus de 5000 adhérents. Et en fait, ce sont tous les responsables en fait, de fonctions RH. C'est assez large au niveau de la diversification en fait, des profils. Et nous, avec Fabienne, nous avons la présidence d'un groupe qui est donc le groupe Rhône et Ain. Donc, ce sont 2 territoires. Et nous sommes, alors on a l'habitude de dire qu'on est le plus grand groupe local, puisqu'effectivement, c'est nous qui avons le plus grand nombre d'adhérents, 410 à ce jour, puisque sur Paris, ils sont divisés en fait en secteurs. Et on a donc effectivement 410 adhérents, et c'est très diversifié au niveau des tailles d'entreprise ou des fonctions. Juste avec nous 3, vous le voyez, nos adhérents sont également très divers. Et donc, sur le territoire rhonéen, l'ambition en tout cas de la NDRH, c'est vraiment d'être aux côtés des acteurs territoriaux et des acteurs majeurs sur les débats RH et sociétaux. Je vais prendre la suite. Alors, pour vous dire que depuis que nous sommes donc présidents avec Anthony, on poursuit, je dirais, ce qui a toujours été les valeurs de la NDRH, c'est-à-dire une association qui soutient les professionnels RH dans leurs activités et leurs missions.
On a vraiment, je dirais, des valeurs de solidarité, hein, d'accompagnement, et on a effectivement pu mettre en œuvre ce rôle de soutien pendant cette période de crise pour pouvoir aider nos collègues dans cette période assez exceptionnelle. Donc, on a une offre assez diversifiée de groupes de travail, d'ateliers, de conférences, etc., pour pouvoir effectivement réunir notre communauté de professionnels des ressources humaines. On a également décidé avec Anthony, quand on a pris la présidence, de renforcer le rôle de la NDRH rhonéen comme acteur dans les débats et comme un acteur important auprès de personnes influentes au niveau du territoire national et régional. Donc, on a entrepris, je dirais, d'avoir effectivement plus de connexions et de relations avec des institutionnels. Donc, notamment le MEDEF, je dirais que c'est une bonne occasion ce matin de pouvoir effectivement exprimer un certain nombre de points de vue que nous souhaitons porter au sein de la NDRH. Mais nous avons également des relations avec les ministères, essentiellement le ministère du Travail, mais aussi le ministère de l'Égalité pour les hommes et les femmes, et puis également avec la préfecture, la DREETS, différents organismes, ce qui nous permet effectivement à la fois d'échanger, de pouvoir avoir des échanges sur un certain nombre de sujets RH et société, et de faire porter notre voix en tant que DRH sur ces sujets en question. Voilà pour la présentation. Alors, je vais poursuivre cette présentation donc avec une première partie, et nous allons partager avec vous ce matin quels sont en fait les thèmes sur lesquels la NDRH a souhaité se positionner sur l'engagement des collaborateurs, et notamment l'engagement en temps de crise. Alors, je dirais que, en fait, ces réflexions, on les a sur un certain nombre de sujets RH et sociétaux, comme je le disais. Donc, on a également travaillé sur d'autres sujets, hein, comme le leadership féminin, par exemple, le management en temps d'incertitude, ou encore les relations avec les IRP ou d'autres sujets. Mais l'engagement, on va dire que ça a pris pas mal de notre temps et de notre énergie, parce que ça nous paraît vraiment fondamental. Donc, premier élément sur l'engagement en temps de crise, ce que nous, on a pu remarquer, c'est que la crise, en fait, révèle et accentue les forces et les faiblesses de votre organisation, de nos organisations. Si vous avez un fort engagement dans votre entreprise, vous avez la chance d'avoir des salariés assez combatifs, et parfois même, la crise peut révéler un certain nombre de salariés qui vont prendre des positions, je dirais, de leader dans ce temps de crise, et également qui vont développer une capacité de prise de décision. A contrario, dans une entreprise qui a un faible niveau d'engagement, on peut effectivement remarquer que je dirais que les positions de retrait des salariés est souvent plus fort, plus accentué, ou qu'individuellement, je dirais, même si on a un fort engagement dans une entreprise, les salariés les moins engagés sont souvent ceux qui seront le plus en retrait en temps que crise. Il y a également un lien entre l'engagement dans l'entreprise et la capacité managériale qu'on identifie dans ces entreprises. Et on voit que les entreprises qui ont des leaders avec une capacité de prendre des décisions rapides, difficiles, vont avoir une plus grande capacité à maintenir ou à renforcer l'engagement dans leur entreprise. Donc, ce qui nous a intéressé aussi, c'est qu'au-delà de la crise, parce qu'on espère tous en sortir, hein, comme disait Bruno tout à l'heure, clairement, l'objectif pour nous, c'est aussi d'apprendre de cette période de crise et de voir comment nous pouvons renforcer cet engagement, sachant que notre position sur ce sujet, c'est que l'engagement, c'est essentiellement question de management et de relations humaines. Alors, la première thématique sur le capital humain au cœur des stratégies RH nous a en fait amené à se dire qu'il était extrêmement important dans ces périodes notamment, mais de manière plus générale, de prendre en compte les challenges personnels des collaborateurs et de créer des moments d'échange. Et ce qui est un point pour nous essentiel, c'est de se dire qu'il ne faut pas opposer l'efficacité de l'entreprise ou la productivité de l'entreprise par rapport à l'attention qu'il faut porter aux collaborateurs. Et que la communication, finalement, l'échange et ces temps d'échange vont générer du positif. Dans ce contexte-là, on a tous été amenés dans nos entreprises à mettre en place du travail à distance, plus ou moins, je dirais, important, hein, soit complètement, soit partiellement, en fonction de nos activités.
Et pour ces temps d'échange, la nécessité de repenser la gestion des temps et les interactions en fait, quotidiennes avec nos collaborateurs. Il y a un élément aussi associé à cela, c'est notre capacité dans ces périodes-là aussi de continuer à exprimer de la reconnaissance par rapport à nos collaborateurs et de continuer, je dirais, à dire merci et de ne pas penser en fait que la reconnaissance conduit forcément à des décisions salariales immédiates, mais c'est vraiment un élément important de l'engagement. Ça pose aussi la question de sa capacité de leader en situation de crise et comment finalement se ressourcer, prendre des décisions difficiles rapidement, être en capacité de les expliquer et être attentif aux signes de stress pour soi-même et pour les autres. Et c'est un point sur lequel je reviendrai ultérieurement. Alors le deuxième item, enfin, avant de peut-être quelques exemples, sans vouloir aller trop vite, quelques exemples pour illustrer un peu ce que je viens de dire. C'est ce qu'on a pu observer dans un certain nombre d'entreprises. Il y a un certain nombre de pratiques qui ont été mises en œuvre et qui nous paraissent intéressantes de partager avec vous. Donc, le premier élément, c'est que dans ce contexte-là, il ne faut pas rester isolé, il faut se ressourcer et que partager, je dirais, ces difficultés dans une communauté de métiers ou un réseau de dirigeants, c'est extrêmement important et je pense que c'est par exemple ce qu'on fait ce matin. Il faut organiser des échanges avec ses collaborateurs et toutes les entreprises qui ont organisé ces échanges et qui ne considèrent pas que c'est un tabou de parler d'engagement et de difficultés personnelles, c'est extrêmement important. Il faut, je dirais, oser aller ouvrir l'échange avec ses collaborateurs sur les difficultés et aborder clairement la situation personnelle et trouver des réponses concrètes. On pense également à ces situations où il est important de fixer des règles pour ne pas générer un sentiment d'inégalité parce que l'engagement, en fait, il est à la fois extrêmement personnel et à la fois il est lié aux relations avec les autres. Et cette relation avec les autres, en fait, elle est souvent en rapport avec la perception éventuelle d'un sentiment d'inégalité de traitement. Et quand il y a une nouvelle situation, une situation de crise, c'est extrêmement important de mettre en place des règles. Et les entreprises autour de nous qui l'ont fait nous ont donné plutôt un retour positif. Après, sur la question de la gestion du stress, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites pendant ces périodes, et notamment dans des environnements, par exemple, hospitaliers, puisque nous avons des DRH d'hôpitaux qui donnent à la NDRH, donc des choses autour de la sophrologie, de la méditation, de la capacité à mieux se connaître, même des cycles de sophrologie à distance qui ont été mis en place, qui ont permis effectivement de gérer son stress, et c'est quelque chose, à mon avis, qui peut aussi avoir un intérêt en dehors des périodes de crise. L'autre point aussi assez basique, c'est de la capacité d'instaurer ou de réinstaurer des pratiques managériales. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, sur la thématique de la reconnaissance, des managers qui, du coup, mettent en place des petites choses du type j'ai une liste de collaborateurs et est-ce que sur une base régulière, je m'inquiète en fait de reconnaître chacun. C'est quelque chose qui peut être extrêmement important parce que pris, on va dire, dans le temps de crise, on peut, oublier de remercier, de reconnaître ses collaborateurs et c'est quelque chose d'essentiel. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la place de l'informel, qui est effectivement un point aussi très important pour maintenir un climat positif. Donc, l'informel, c'est notre capacité à renforcer, on va dire, l'attention portée aux autres, mais aussi à mettre en place des pratiques pour développer la créativité et l'innovation. Et c'est vrai qu'avec le travail à distance, on peut se rendre compte de la difficulté finalement à maintenir ce niveau d'informel. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été mises en place dans certaines entreprises sur le management à distance, et je donnerai l'exemple tout à l'heure de Carrier plus tard dans la présentation. L'informel, c'est aussi la capacité en fait de décharger un trop émotionnel dans ces temps de crise et ces temps difficiles. Quand on a des conflits avec ses collègues, des conflits avec les clients internes ou externes, parfois des conflits avec sa hiérarchie. Et c'est vrai que le management virtuel
ne permet pas forcément je dirais, de décharger ce trop émotionnel lié à ces conflits qu'on peut vivre au quotidien. Et c'est, je dirais, toutes les situations, plein d'exemples qui ont été mis en place dans les entreprises, comme la réduction du temps des réunions de 1 heure à 3/4 d'heure, par exemple, quelque chose de tout simple, pour pouvoir appeler derrière ses collaborateurs, pour pouvoir débriefer d'un certain nombre de choses, ou la capacité de mettre en place, je pense que vous avez probablement, pour la plupart d'entre vous, mis en place des cafés virtuels ou des apéros virtuels, faire livrer des repas, plateaux repas pendant les réunions entre midi et 2, mettre en place des groupes WhatsApp, mettre en place des lignes téléphoniques de soutien psychologique, toutes ces choses qui permettent en fait de gérer les difficultés, les challenges personnels et de gérer l'informel. La troisième thématique, c'est sur le maintien de l'engagement des personnes et la capacité d'investir une démarche QVT. Alors, pour nous, en fait, ce qu'on a identifié, c'est que ça recouvre plusieurs choses. D'abord, l'engagement, c'est une question de sens. Et les entreprises qui ont déjà défini, je dirais, une mission, des valeurs, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est aussi, dans ces cas-là, de rappeler la mission d'entreprise, de rappeler ses valeurs, ses objectifs, la stratégie, les nouveaux axes stratégiques pour assurer la rentabilité de l'entreprise dans ces périodes difficiles. Donc, donner du sens. La deuxième chose, c'est une question aussi d'exemplarité, c'est vous définissez des règles, mais faut-il encore, je dirais, que vous les appliquiez de manière cohérente avec la mission et les valeurs que vous avez définies et rappelées. L'engagement, c'est aussi, ce que je disais, une notion personnelle, mais aussi une réaction en fonction de la manière dont les autres sont traités, donc l'importance de l'égalité de traitement et la communication sur les règles. Et puis, de manière générale, l'importance qu'on disait de la surcommunication, ça veut dire quoi la surcommunication? C'est que souvent, on pense qu'on a communiqué, souvent, on pense qu'on a dit les choses, mais finalement, il faut souvent les répéter, et les répéter avec, je dirais, le même message de manière différente, parce qu'on s'adresse à des populations différentes, et que chacun entend avec ses filtres, et qu'il est important de surcommuniquer pour faire cela. Il y a eu des choses aussi très intéressantes qui ont été mises en place. Parfois, il faut, je dirais aussi, oser. Donc, des salariés qui étaient complètement en retrait dans ces périodes de crise, pour lesquelles, en fait, certaines entreprises n'ont pas hésité à demander à ces salariés s'ils souhaitaient continuer à avoir de la communication de l'entreprise via leur ligne privée de téléphone ou de email. Et les gens qui étaient complètement en retrait, qui ne donnaient plus de nouvelles, en fait, par ce biais, certaines entreprises ont pu, on va dire, les récupérer, si je peux me permettre cette expression. Et le dernier point, c'est donc investir sur l'engagement des équipes, premier challenge des DRH. Donc, avec, je dirais, tous ces points, on voit bien que l'engagement, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, très complexe à évaluer, multicausal. Qu'il est important de distinguer des salariés qui sont désengagés avant la crise et des salariés qui vont se mettre en retrait en lien avec la crise. Donc, c'est important parce qu'on ne va pas agir et réagir de la même manière. Et c'est important, effectivement, d'assurer en tant que manager, en tant que dirigeant, une cohérence et une égalité de traitement tout en développant quand même un management situationnel et adaptatif. Et c'est cet équilibre-là qui évidemment, est compliqué. Évaluer le niveau d'engagement de ses collaborateurs en n'hésitant pas à échanger avec eux sur la motivation au travail, sur les difficultés personnelles, pour pouvoir mettre en place des actions extrêmement concrètes sur comment on met en place des actions pour être efficace, même à distance, en quoi vous êtes motivé et quelle est votre capacité à continuer à vous développer, et quelle est la capacité du management à investir du temps pour traiter ces sujets. Voilà sur les, je dirais, les réflexions du groupe ANDRH sur l'engagement en temps de crise, et je laisse Anthony poursuivre. Merci Fabienne. Alors peut-être avant de redonner la parole à Anthony, juste une petite question. On est un peu frustré parce que vous nous aviez indiqué que vous nous donneriez un exemple concret à travers votre entreprise Carrier. Est-ce que vous souhaitez le faire tout de suite ou plus tard? Alors en fait, c'est prévu plus tard, Bruno, dans la présentation. Excusez-nous. Alors on laisse se dérouler. Oui. Justement, on a inclus nos expériences d'entreprise avec les axes qui ont été définis en fait par le national, puisque le national nous a donné des bonnes pratiques en fait RH en début d'année. Il a recensé nos pratiques terrain et on a fait en fait un mémo
à l'attention en fait, des DRH. Et donc, on a illustré en fait, quelques axes, hein, on ne les a pas tous pris, des bonnes pratiques des DRH en parlant en fait, de nos entreprises. Alors, le premier axe, c'était Irène. Alors, je ne sais pas si tu as récupéré ton son sur Bonjour, entretenir le… est-ce que Ah, vous super. m'entendez? Ah, Oui. super. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors du coup, le premier axe sur les bonnes pratiques, c'est le soutien qu'on peut apporter à nos collaborateurs et collaboratrices et le maintien du contact. Alors, je vous illustre le propos avec effectivement ce qui a pu se passer au niveau de l'université, avec la particularité où sur la période, nous avons eu des activités qui se sont arrêtées, des activités culturelles, par exemple, tout notre centre culturel, des activités qui ont été maintenues sur site exactement dans les mêmes conditions, et notamment, je pense à notre centre de santé, et des activités qui ont été un peu de façon hybride, continuées à distance, ou un peu sur site, un peu à distance, ou complètement à distance. Donc, on avait aussi l'enjeu de maintenir le lien avec l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit leur situation, mais aussi surtout que chacun se sente utile et garde quand même le sens de son action et de ses missions. Voilà, ce qui était le plus compliqué, notamment par rapport à ceux qui ont eu un arrêt de leurs activités. Donc, inclure les salariés dans les temps collectifs, dans les newsletters, les événements qui sont organisés. Alors, bien entendu, c'est un élément, Fabienne en a parlé tout à l'heure, hein, qui est vraiment important. À titre d'illustration, au niveau de l'université, nous avons choisi avec notre présidente de faire un bulletin hebdomadaire. Donc, tous les soirs, on a fait un mail à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'université en donnant des informations, où on en était, ce qui s'est fait, comment ça se passe, qui fait quoi, les initiatives qui ont été prises. Et ça a rythmé un petit peu la période, notamment la période de confinement un peu plus dure, où effectivement les personnes nous ont dit on attendait ce message du jour avec impatience. Voilà, et c'était vraiment le lien. On a maintenu des temps accueil petit déjeuner au niveau des équipes, des temps d'accueil des nouveaux, parce qu'on a des personnes, des collaborateurs qui sont arrivés pendant la période. Et donc, du coup, on a fait des sessions un peu d'accueil à distance, en visio, voilà, pour quand même les accueillir, leur dire bienvenue, qu'ils puissent se présenter et qu'ils puissent connaître un petit peu, qu'ils puissent connaître l'environnement. Et bien entendu, après, développer bien plus d'ailleurs que d'habitude des réunions transversales en présentiel pour que les personnes puissent se parler au maximum. Alors, la multiplication des canaux, les points de contact, bien entendu, c'est quelque chose d'important. Et beaucoup de structures ont développé ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, des messages, des temps d'échange, des lignes d'écoute. Nous, on a mis en place une ligne d'écoute 24-24 en précisant que cette ligne d'écoute de soutien pouvait concerner la situation professionnelle comme la situation personnelle. Voilà. De façon à ce qu'on puisse aussi, au travers de cette ligne d'écoute, enclencher, si besoin, des soutiens psychologiques qui pouvaient se faire. Et on a aussi discuté avec nos managers pour pouvoir avoir, j'allais dire, des temps d'échange systématiques, c'est-à-dire y compris pour les personnes qui venaient plus sur site. Je pense par exemple à notre personnel d'entretien, de ménage qui n'est plus sur site et qui n'a pas vocation forcément à travailler, j'allais dire, sur l'informatique. Voilà, l'idée, c'était au moins d'avoir un coup de fil tous les 3-4 jours pour avoir un temps d'échange avec l'ARH, avec les managers, entre collègues, pour que quand même le lien avec l'université continue à se faire. Donc, l'information sur l'actualité de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important parce que, j'allais dire, toutes les discussions informelles et tout le lien informel qui fait que les personnes savent ce qui se passe, etc., ben, tout ça est coupé. Et du coup, la transversalité, le fait de savoir qu'il se passe quelque chose, que quelque chose est produit, que quelque chose est fait, ça peut éventuellement, effectivement, ne plus ramener en fait les collaborateurs à garder le lien et à souhaiter continuer à s'engager sur les actions qu'on peut mener. Donc, tous ces bulletins d'information qu'on a relayés aussi en faisant un intranet dédié, en faisant aussi des temps un peu, j'allais dire, moins professionnels. Nos enseignants de sport ont proposé au personnel des cours de sport à distance avec des choses assez ludiques. On a proposé des cours de
natation en vidéo, voilà, qui ont beaucoup amusé, qui ont créé aussi du lien entre des personnes qui ne travaillaient pas forcément ensemble avant. Bien entendu aussi des échanges réguliers avec les RH et les managers. On a monté beaucoup de groupes de co-développement entre encadrants pendant cette période-là, de façon à ce que chacun puisse s'exprimer et qu'ils puissent échanger entre eux sur les bonnes pratiques. Et j'allais dire de façon décomplexée, dire aussi les difficultés, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, les difficultés qu'on peut rencontrer, comment effectivement ramener quelqu'un qui s'éloigne de plus en plus du travail. On a proposé aussi de nous identifier ces personnes-là. On a proposé à certaines personnes de changer d'emploi pendant la période. Voilà, des personnes qui nous ont signalé se sentir complètement inutiles et à côté, pour qui c'était difficile. Du coup, ont participé à d'autres missions qui étaient les leurs, j'allais dire, quel que soit leur niveau de responsabilité d'ailleurs. Voilà, des personnes qui nous ont aidés à appeler nos étudiants, à mettre en place un dispositif de soutien numérique à nos étudiants. Voilà, donc du coup, des personnes qui ont momentanément, j'allais dire, changé de métier. Voilà, et bien sûr aussi un lien régulier avec nos représentants du personnel, et nous, dans notre jargon, c'est notre CHSCT encore, mais effectivement, quasiment toutes les semaines, un petit point d'info pour pouvoir partager les mesures qui étaient prises en place, la situation, qu'eux aussi nous fassent remonter leur point d'alerte. Un travail assez étroit aussi avec la médecine professionnelle pendant la période. Voilà, notre médecin a appelé toutes les semaines les personnes qui étaient en situation de santé avec une alerte forte, notamment de risques liés au Covid. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir garder le lien, mais le lien, non seulement pour pouvoir garder ce lien de façon individuelle pour que les personnes se sentent effectivement impliquées et investies, mais aussi pour faire en sorte que chacun puisse continuer à contribuer, en tout cas, à l'activité et aux missions qui étaient proposées par l'université. Et qu'on ne se retrouve pas avec des personnes qui se sentent complètement inutiles et coupées, en fait, du cadre professionnel. Même si c'est à plus petit niveau, voilà, c'est vraiment important. Merci Irène. Fabienne, je te redonne la parole sur l'axe 2. Merci Anthony. Alors oui, sur l'axe 2, donc, je vais prendre un certain nombre d'exemples effectivement qu'on a mis en place plus spécifiquement chez Carrier sur l'accompagnement qu'il faut mettre en place dans ce genre de contexte. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de bonnes pratiques finalement managériales qui sont valides en temps hors crise et qui sont aussi valides en temps de crise et qu'il faut en fait surtout ne pas perdre parce que on est en crise. Donc, il y a, je dirais, le premier point, c'est d'instaurer et de réinstaurer un certain nombre de pratiques managériales et de mettre en place, même si on est en situation de crise et même si on manque de visibilité, un certain nombre d'entretiens d'objectifs et d'entretiens de compétences. Donc, nous, on a vraiment renforcé le message sur la nécessité de programmer et d'avoir des temps d'échange sur la définition d'objectifs. Et justement, d'autant plus que les conditions de travail changeaient. Nous, c'est vrai qu'on a mis beaucoup en place le travail à distance, à l'exception, je dirais, des métiers pour lesquels c'était impossible, notamment dans les usines ou pour les techniciens qui se déplaçaient, techniciens de service. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir échanger sur les moyens pour atteindre ces objectifs, de mettre en place éventuellement de nouveaux indicateurs de suivi d'activité et de prendre en compte justement le travail à distance pour évaluer cette activité et de prendre en compte les situations individuelles et éventuellement adapter soit les conditions de travail, soit les moyens, soit éventuellement même les objectifs. Adapter ne voulant pas dire on réduit les objectifs, hein, mais adapter veut dire on adapte, donc on réévalue les objectifs et les priorités de l'individu par rapport à son contexte et à la fois par rapport aux objectifs de l'entreprise.
Donc, première grosse action sur un gros investissement et réinvestissement de ces entretiens d'objectifs et de compétences. Après, on avait déjà commencé à travailler, mais on a poursuivi et on a renforcé le support aux managers pour détecter les comportements sous stress et adapter leur communication. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Nous, on a beaucoup, pour ceux qui connaissent, utilisé la ProcessCom. Donc, c'est la capacité à se connaître soi-même et à connaître déjà ses comportements sous stress et à pouvoir identifier les comportements sous stress de ses collaborateurs et ajuster en fonction de cela comment on va les manager et comment on va communiquer. Mais aussi d'autres actions complémentaires. Hein, j'ai évoqué ça tout à l'heure, et on l'a fait aussi pour la NDRH d'ailleurs, hein, pour la communauté de métier, mettre en place des groupes de parole pour effectivement, ce que je disais, décharger le trop émotionnel, mais également mettre en place des cycles de sophrologie, de yoga du rire, qui permettent en fait, si on fait des séances sur, par exemple, une séance par semaine de manière régulière avec soit des individus, soit des petits groupes, de pouvoir, on va dire, aider les gens à gérer leur stress dans cette situation particulièrement difficile. Et le troisième exemple que je souhaite prendre, c'est par rapport à tout ce qui a été favorisé comme nouvelles pratiques à distance. Alors, on cite les formations dans l'accompagnement, mais il y a bien d'autres choses, on va dire, que la formation, puisque on s'est assez rapidement rendu compte, en tout cas chez Carrier, que c'était assez facile d'avoir des réunions à distance pour délivrer une information ou pour prendre une décision. Ce qui est plus complexe, c'est d'avoir des réunions pour faire de la coproduction ou d'avoir des réunions de créativité, d'innovation. Donc, on a beaucoup travaillé sur les règles pour gérer ces réunions en fonction du format et des objectifs. Et je disais tout à l'heure que, en tout cas chez Carrier, on a privilégié des réunions assez courtes, mais on a vraiment formé et développé les capacités des managers à travailler sur tous les échanges en aparté. On parlait du chat tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres possibilités pour faire des échanges en aparté. Et puis également des outils de créativité, par exemple des outils de brainstorming ou de faire des enquêtes en live. Donc ça vous permet en fait, et par exemple là on utilise Zoom aujourd'hui, avec Zoom on peut tout à fait faire ce genre de choses. Donc vraiment exploiter les capacités de ces outils de visioconférence pour finalement avoir un écran où tout le monde, par exemple, coécrit ensemble un certain nombre d'idées. Donc, on peut reproduire, on va dire, presque quelque chose qui est habituellement fait physiquement. Donc, on a beaucoup travaillé et formé sur la capacité des managers à utiliser ces nouveaux outils. Et c'est vrai que quand on fait, je dirais, beaucoup de réunions et d'ateliers de coproduction, c'est extrêmement favorable en termes d'engagement des collaborateurs. Parce que finalement, ce qui manque le plus aux collaborateurs pendant ces périodes-là aussi, c'est leur capacité, de les réassurer sur leur capacité à agir, on va dire, et à avoir un impact sur ce qui se passe. Voilà pour cette partie. Merci Fabienne. Alors, Merci. Je vois qu'on a un tout petit peu grignoté sur notre temps. Juste, Anthony, si tu m'autorises, juste pour un petit rappel au timing, parce que le temps tourne, et donc il reste encore 2 axes avant de passer la parole à Implid, si vous pouvez les traiter dans les 10 minutes qui suivent. Non, mais je vais faire court, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais, je vois qu'on a grignoté un peu de notre temps. Donc, je vais donner juste un exemple d'une entreprise, donc de la société Actid, pour expliquer ce que nous, on a fait pour, pendant cette période, en tout cas depuis avril et jusqu'à maintenant, pour développer l'engagement à titre individuel et collectif en fait, de nos collaborateurs. En 2 mots, Actid, c'est une société qui a fêté ses 16 ans cette année. On est dans le secteur de la métallurgie et dans la gestion en fait, des déchets. On conçoit et on réalise en fait, des centres de tri de déchets sélectifs. Donc, on a une population en fait, de collaborateurs qui, à 90%, sont des ingénieurs. Il y a 60 collaborateurs aujourd'hui basés à Chambéry. Et quand la crise Covid est arrivée, la première chose, c'est qu'on a eu en fait sur certains services un niveau d'activité qui n'était pas le même.
puisque la partie en fait projet et réalisation, évidemment, l'activité a un peu baissé, ce qui n'était pas le cas en fait de la partie R&D ou éco. Donc, ce qu'on a décidé en fait de faire, c'est qu'on a mis en place tout de suite entre avril et juin de l'année dernière une démarche de Vie ma vie, où on a en fait dispatché, au lieu de recourir à l'activité partielle, qui était aussi une possibilité, hein, nous on a décidé de ne pas le faire, même si on avait un vrai arrêt d'activité. On a décidé en fait que nos collaborateurs ingénieurs projet, on allait les dispatcher sur les fonctions achat et études et conception et R&D, parce qu'on avait eu l'année précédente des retours de nos collaborateurs comme quoi on était un peu la tête dans le guidon et qu'on ne comprenait pas forcément toujours ce que faisait notre voisin. Donc, on a profité finalement de la crise pour mettre en place en fait, cette étape en fait, de Vie ma vie. Et ensuite, on a décidé tout le reste de l'année et encore jusqu'à aujourd'hui de rester très offensif avec le président sur les actions RH envers les collaborateurs. Et on a mis en place en fait des enquêtes auprès des salariés sur justement le bien-être, les conditions de travail, qui nous ont permis de mettre en place, alors que ce n'était pas du tout la culture d'une entreprise PME industrielle savoyarde, et par exemple, on a mis en place une charte télétravail l'été dernier. C'était la première fois qu'on pouvait imaginer ça, alors qu'il y avait 0 télétravail dans cette entreprise. Et puis, dernière chose pour aller vite, on a décidé aussi au mois de décembre de mettre en place une démarche RSE, pour pouvoir continuer en fait, à engager en fait, nos salariés. Pareil, individuellement et collectivement, on a lancé en fait 7 groupes avec une démarche RSE structurée. Et dans ces 7 groupes, je voulais vous parler particulièrement de 2 sur lesquels les salariés se sont saisis en fait, de ces actions-là. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas porté par les managers ni par la direction. Ce sont les salariés qui sont pilotes en fait, des actions. Et j'en ai 2 particulièrement dont je voulais vous parler. Il y en a une, c'est sur les valeurs. C'est une entreprise qui existe depuis longtemps, mais qui n'avait pas fait forcément le travail d'identifier et de trouver en fait, les bons mots en fait, sur les valeurs. Donc, on a un atelier valeurs qui a débuté là, au mois de février, où tous les collaborateurs, sous une forme d'intelligence collective, vont participer à la définition des valeurs de l'entreprise. Et on a un autre groupe. La petite particularité qu'on a sur cette entreprise, c'est qu'on a depuis maintenant 15 ans des PV de carence sur la partie représentation du personnel, ce qui donne un indice quand même des échanges et du climat social. Et comme on n'avait pas de CSE, alors qu'on est plus d'une 60aine, on a quand même décidé de mettre en place un groupe dialogue pour avoir quand même un lien privilégié avec des salariés sur peut-être des choses qui ne seraient pas dites par les salariés dans cette période en fait, qui est un peu particulière. Et donc, du coup, on les interroge régulièrement en fait, sur des thématiques, sur les conditions de travail, sur le climat en fait, social au sein de l'entreprise, puisqu'on a aussi mis du travail à distance. Et c'est piloté aussi par un groupe de salariés. Voilà, donc je vais vite pour ne pas prendre trop de place pour Implid. Désolé pour le retard. Merci Anthony. Donc du coup, on va passer directement la parole à Nathalie. Je vous propose de réserver vos questions pour la fin, à la fois sur la partie qui vient de vous être présentée, puis sur la partie de Implid, à moins que vous ne préfériez utiliser le chat. Je vous rappelle cette possibilité, ce qui nous permettrait d'intégrer vos questions dans la conversation. Voilà, ce petit rappel étant fait, Nathalie, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup Bruno pour cette invitation. Alors, je suis Nathalie Turquet de Beauregard, je suis manager et consultante RH et aussi coach professionnel au sein d'Implid. Alors, Implid, c'est l'ex-CGECO, pour ceux qui connaissent CGECO et ont pu faire appel à notre cabinet qui historiquement est un cabinet lyonnais avec une activité historique sur le chiffre, expertise comptable, commissariat au compte, audit, et qui maintenant propose une expertise forte en juridique avec des avocats en droit social, aussi des experts en rapprochement d'entreprise. Et puis, on a été rejoint depuis maintenant 1 an par des huissiers et des notaires. Et sur la partie conseil, elle existe depuis 2009. On est une centaine de consultants avec 2 points, avec l'agence bien sûr lyonnaise, siège social, mais aussi un point aussi sur Paris, une agence sur Paris.
Alors, moi, je suis fière de représenter la partie capital humain d'Implint Consulting, où notre mission consiste à accompagner nos clients dans le développement de leur capital humain, qui, et je pense qu'on est tous d'accord ici, est la première richesse de l'entreprise. Alors, nous nous attachons avec nos clients à optimiser l'expérience RH collaborateur, et on le fait selon trois angles. Le premier angle, c'est la digitalisation de la fonction RH, avec des diagnostics de la fonction paie et RH, avec une aide au choix des systèmes d'info RH et puis de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La partie aussi compétences que nous traitons, puisque ça fait, voilà, c'est important de développer capital humain sous l'angle compétences avec des démarches GEPP et GPEC dynamique. On a aussi également au sein du cabinet un cabinet de recrutement qui propose ses services et qui peut aussi accompagner nos clients dans le recrutement et dans le management de transition. Et enfin, le dernier angle, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, c'est l'engagement collaborateur, où là, nous travaillons sur des sujets de satisfaction au travail, de développement managérial et d'alignement. Et on en a parlé, et merci Anthony et l'équipe NDRH voilà, d'avoir fourni un exemple, vraiment de très beaux exemples d'alignement entre les enjeux de l'entreprise et les besoins collaborateurs. Voilà, c'est ce qui nous anime également. Alors, juste pour vous partager quelques constats sur l'engagement et qui vient corroborer toutes les actions et les bonnes pratiques que vous nous avez présentées. Le désengagement. Alors ça, c'est des enquêtes qui viennent d'Empreinte Humaine et d'Opinionway qui ont été. Alors il y a eu tout un tas d'enquêtes. Je ne sais pas si vous avez pu profiter de ces différentes enquêtes. En tout cas, là, je vous présente les chiffres qui datent d'octobre et puis la dernière de mars. Alors sachez qu'un salarié sur 2 reste dans son entreprise faute de trouver mieux. On voit qu'il y a vraiment un désengagement marqué, que la crise sanitaire vraiment vient questionner le sens au travail. 35% des salariés ne trouvent pas de sens à leur travail, 36% ont perdu de la fierté et la dernière enquête montre qu'un salarié sur 3 déclare qu'après la crise, il recherchera un travail qui aura plus de sens pour lui. Donc, on voit bien toute la nécessité et vous en parliez tout à l'heure, effectivement, d'aller donner du sens, de redonner du sens. Anthony, vous parliez de valeur, vous parliez de redéfinir, de se réapproprier aussi la raison d'être. C'est très, très important parce que les salariés se désengagent par cette notion de perte de sens ou d'utilité. Ensuite, autre constat, autre enquête qui a été menée par l'IFOP avec nos 2 partenaires, Witifit qui est notre partenaire digital dont on va parler tout à l'heure, et puis CACI Saint-Honoré. Donc ça, cette enquête elle a été menée fin novembre. Alors, quelles sont les principales attentes des salariés par rapport à cette pandémie et qui a bien bousculé finalement, on voit bien le cadre de travail. Alors, les attentes, c'est d'abord, on voit bien, le rapport au travail a vraiment été modifié par cette crise pandémique. La première attente, c'est de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle. Le télétravail et l'intensification du télétravail vient à des bonnes choses, à des bons côtés, effectivement, et ça vient questionner le rythme de vie. Voilà, donc pour 39%, c'est changer de rythme de vie et savoir mieux concilier cette vie privée, vie professionnelle. Ce qui vient être mis en exergue aussi par cette crise, c'est d'abord des relations humaines renforcées. La solidarité pour 25% est attendue et recherchée. Et d'ailleurs, elle s'est développée, donc il y a des choses très positives par rapport à cette crise. La confiance aussi, c'est vraiment renforcé entre les collaborateurs et les managers et dans les 2 sens. Voilà, ça c'est vraiment souligné. Et ce qui est noté comme principal inconvénient du télétravail, c'est la perte de lien direct avec ses collègues. Et on le voit bien, on est des êtres sociaux et c'est ce qui vraiment est un critère de souffrance pour les télétravailleurs, c'est ce manque de lien direct avec les collègues. Vous le soulignez aussi d'ailleurs tout à fait, Madame Villain, sur l'ensemble des mesures que vous avez prises pour recréer ces moments d'informel malgré la distance. Et puis, sans oublier d'avoir de la reconnaissance. Alors ça aussi, vous en avez parlé. 37% vraiment mettent en avant la nécessité d'avoir des signes de reconnaissance et de soutien de la part du manager. Donc, on voit bien, le rôle du manager est vraiment, vraiment très important. Sachez aussi, alors je ne l'ai pas indiqué ici, mais il y a 63% des managers qui ne se permettent pas de parler de leurs difficultés
avant de traiter celles de leurs collaborateurs. Ça, c'est pareil. C'est la dernière enquête qui date de mois de mars. 63% des managers ne disent pas, ne traitent pas n'osent pas exprimer ce qu'ils ressentent eux, alors que ce sont eux qui sont les plus touchés par la détresse psychologique au bout d'un an de gestion de crise. Donc, d'où l'importance, effectivement, et qui vient corroborer vos bonnes pratiques, d'avoir des espaces d'échange entre pairs, entre managers, pour justement déposer ce qui se passe pour eux. Ok, ça c'était vraiment pour permettre vous de chiffrer et d'avoir des constats par rapport aux différentes enquêtes. Alors effectivement, notre conviction, et qui vient rejoindre l'ensemble des bonnes pratiques, c'est que l'engagement collaborateur, c'est le résultat d'un alignement entre les enjeux de l'entreprise et les besoins, les aspirations du collaborateur. Et on le voit bien, il y a plusieurs acteurs qui viennent justement favoriser cet alignement. En premier lieu, la direction générale, parce que elle est là aussi pour pouvoir reposer sa raison d'être, son ambition, sa stratégie, de clarifier celle-là encore plus dans une crise où les salariés ne sont pas tous présents physiquement dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, épaulé par la direction des ressources humaines et par l'ensemble des équipes RH, c'est vraiment faire en sorte que la promesse RH soit au rendez-vous avec une offre de service RH qui soit présente. Ça, c'est important aussi, et vous avez cité un certain nombre de bonnes choses, comme la communication, comme donner des espaces d'échange au niveau des collaborateurs, au niveau des managers, les cellules d'écoute psychologique sont importantes. Et puis, il y a le manager, vous avez cité un certain nombre de choses aussi. Les managers sont importants puisqu'ils vont permettre de catalyser ils sont au plus près des collaborateurs, justement pour catalyser ces motivations personnelles, ces besoins individuels, mais aussi en lien avec les enjeux et les ambitions de l'organisation. Et ça, c'est ce qui va permettre de favoriser l'engagement et de maintenir l'engagement des collaborateurs. Alors, bien sûr, le dernier acteur, ce sont les collaborateurs aussi. Ils ont un rôle à jouer aussi dans cet engagement-là, c'est d'exprimer ce qui se passe pour eux. Et c'est vrai qu'effectivement, il faut créer des conditions. Il faut que l'entreprise, aidée par les managers, crée les conditions pour pouvoir faciliter l'expression de ses ressentis, de ses besoins individuels. Et c'est ce qui va nous intéresser. Alors, je vais me permettre avant de laisser la parole, et je remercie effectivement Madame Cotreau de Botanique et Madame Varenne d'Avem qui ont gentiment se sont rendues disponibles pour intervenir ce matin et vous expliquer, vous témoigner ce qu'elles ont mis en place en utilisant l'outil de notre partenaire digital Witifit. Je vais passer un petit peu de temps juste pour vous présenter l'outil et le service proposé par notre partenaire digital Witifit, qui en fait consiste, ce dispositif proposé avec lequel nous travaillons auprès de nos clients. C'est une démarche qui va permettre de manière digitale de capter les ressentis des collaborateurs sur un certain nombre de thématiques. Donc l'expérience au travail au sens large, mais il y a des thématiques précises, ça peut être le stress, ça peut être la satisfaction au travail, l'expérience du télétravail par exemple, si le télétravail est bien développé dans l'organisation, mais ça peut être aussi sur des projets de transformation si vous êtes en train de mener des projets. Donc ces indicateurs ont été construits de manière scientifique avec le CHU de Clermont-Ferrand qui est spécialiste dans l'étude des facteurs psychologiques, sociologiques et physiques autour de la qualité de vie au travail. Une fois que ces ressentis ont été collectés de manière digitale, de manière on va les objectiver avec justement des sous-indicateurs qui vont permettre de donner les leviers, d'identifier rapidement les leviers à activer pour améliorer ce ressenti. Et à travers cette plateforme digitale, il va y avoir, vous les voyez ici, stress, satisfaction au travail, télétravail, les projets de transformation. Il y a des sous-indicateurs qui sont associés à ces thématiques-là, ces indicateurs, et qui vont permettre d'identifier des leviers d'action. On va pouvoir aussi collecter des idées en même temps que l'enquête est menée, pour pouvoir justement ensuite mener des ateliers de travail avec les collaborateurs, pour pouvoir transformer ces idées en plan d'action et les piloter dans le système. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on est dans une démarche très collaborative, très participative, et qui va donner la main aux collaborateurs pour pouvoir avoir un impact, aider bien sûr de la ligne managériale, avoir un impact probant sur leur environnement de travail. Et comme la structure organisationnelle est chargée
dans la plateforme digitale, on peut arriver à voir comment ces indicateurs-là évoluent d'un service à un autre, d'une équipe à une autre, et il y a évidemment des partages de bonnes idées et de bonnes pratiques à travers l'organisation. C'est pour vous expliquer voilà la démarche pour s'appuyer sur un outil digital. Donc vous voyez ici là c'est le tableau de bord, le dashboard où vous voyez le taux de participation de l'enquête, le nombre d'idées postées, les actions qui peuvent être en cours qui sont liées à la campagne d'enquête. Et puis vous avez de manière assez simultanée vraiment les résultats de chaque sous-indicateur avec l'identification des axes de travail qui sont répertoriés. Alors soit en vert parce que ça va bien. Vous voyez ici on est sur l'expérience télétravail. On voit bien qu'ici, en termes justement de reconnaissance et d'équilibre vie privée, vie personnelle, il n'y a pas de sujet. En tout cas, ils sont bien évalués. Par contre, il y a peut-être des choses à travailler sur les modes de collaboration et sur le lien social qui reste à travailler. Et la partie organisationnelle, elle reste en orange. Donc, il y a des choses à travailler et on rentre après dans un niveau de détail avec des sujets identifiés pour chacun de ces sous-indicateurs. Voilà, je m'arrête là, mais c'était vraiment histoire de poser un petit peu le sujet avant de laisser la main à nos deux intervenantes. Alors, je vais commencer par Valérie Cotreau. Merci Valérie d'être parmi nous. Vous êtes directrice des ressources humaines de Botanique et vous utilisez la plateforme et l'outil Witifit depuis quelques années. Alors, merci de nous faire part de votre expérience sur ce que vous avez pu mener pendant cette année de crise. Qu'est-ce que l'outil et qu'est-ce que vous avez mené au sein de Botanique pour permettre de traverser cette crise le plus sereinement possible en termes d'engagement collaborateur. Merci à vous. Merci Nathalie pour cette introduction. Donc, je vais peut-être présenter Botanique d'une manière globale. C'est une entreprise familiale qui est née en Haute-Savoie, qui a 26 ans d'ancienneté, puisqu'on a fêté les 25 ans l'an dernier, juste au moment du premier confinement. Donc, notre activité principale, j'imagine vous la connaissez en tant que client, je l'espère. Donc, c'est le commerce de plantes et le bien-être des animaux de compagnie. Donc, on a 70 jardineries implantées sur toute la France et 2100 collaboratrices, collaborateurs qui travaillent pour la marque Botanique. Le groupe Botanique, en fait, englobe une autre marque qui s'appelle Médor et compagnie, qui vend, ce sont des petits commerces de proximité qui vendent essentiellement de l'alimentation chien-chat. Et on a un commerce de gros de plantes situé sur Grenoble. Voilà, donc là, je vais parler je vais focuser sur la marque Botanique puisque c'est la principale activité du groupe. En tant que DRH, donc moi, ça fait 21 ans que je suis chez Botanique. J'ai la chance de travailler sur le sujet du développement des ressources humaines et du bien-être dans l'entreprise depuis longtemps. Nous travaillons depuis 2003 sur une politique sociale visant le bien-être et l'efficacité au travail. Donc, ça fait assez longtemps parce qu'en fait, dans les gènes des fondateurs, en fait, il y a cette dimension de progrès social qui est intégrée depuis le démarrage du concept Botanique. Donc, on travaille énormément sur la qualité de la relation dans l'entreprise, notamment avec des scientifiques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Fradin de l'Institut de médecine environnementale qui travaille sur les neurosciences, cognitives, sur la prévention du stress. On travaille donc avec des scientifiques donc différents qui ont différentes façons de voir les choses. C'est intéressant de coupler les points de vue. Et on a mis en place un vrai cursus de formation à la fonction managériale, en fait, intégrant bien évidemment les pratiques managériales, mais plus, je parlais là du développement personnel en tant que manager, bonne connaissance de soi-même, de ses zones de stress et intégration des comportements clés pour bien manager et entraîner ses équipes. Alors, pourquoi on a travaillé en premier sur la qualité de la relation? Parce qu'avant tout, on est des commerçants et on croit à la symétrie des attentions.
et que notre objectif dans notre projet commercial, en fait, la qualité remarquable est travaillée au quotidien depuis longue date. Voilà, donc ça, c'est vraiment le socle, la qualité de la relation de la politique sociale que j'anime depuis longue date. Ensuite, bien évidemment, on travaille sur l'environnement du travail, l'organisation. Ça, c'est aussi très important. Intégrant l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est pas évident chez nous puisque nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7. Et on travaille également depuis maintenant une dizaine d'années sur la prévention de la santé, entre autres, je me suis formée à l'éducation de la santé pour apporter une certaine légitimité dans ces actions de prévention de la santé en matière de nutrition, en matière d'hygiène de vie, en fait, dans l'entreprise. Voilà. En fait, pour terminer sur sur le panorama, depuis 2008, nous avons mis en place des enquêtes de satisfaction sociale régulières et depuis maintenant, ça doit être 6-7 ans, le temps passe vite, nous travaillons avec Equity qui est une plateforme vraiment très, très intéressante et qui nous fait progresser encore plus vite dans les actions à mettre en place pour favoriser la satisfaction des collaborateurs visant l'efficacité au travail. Voilà. Alors, c'est vrai que l'an dernier, quand la situation est arrivée, la crise, nos sites ont été fermés et puis après, il y a eu pas mal de stop and go puisqu'on a fait partie des commerces non essentiels, puis après demi-essentiels, puis après essentiels. Donc beaucoup de va-et-vient dans la gestion de nos différents magasins. Les managers ont été extrêmement sollicités, ainsi que les collaborateurs, bien évidemment, avec un changement incessant. Le travail de fond sur la qualité de la relation, je disais, nous a apporté une maturité dans la gestion de la crise, notamment au niveau des managers. Et ça a été reconnu par une enquête que nous avons faite en juillet dernier, tout de suite en sortie de premier confinement, où les collaborateurs ont vraiment apprécié la qualité managériale. Et c'est ça qui nous a permis de traverser en fait ces stop and go et notamment donc à l'inverse d'entreprises qui ont terriblement souffert au niveau de chiffre d'affaires, nous, en fait, quand on a déconfiné, les clients sont venus en masse dans nos magasins et en fait, on n'avait jamais vu ça, quoi. Donc, ça a été assez stressant pour tout le monde de faire face à notamment la sécurité des collaborateurs et des clients. Et voilà, cette poche qui s'est ouverte en fait sur l'engouement du vert et du végétal par les clients. Ce qui a été très important dans la gestion de cette crise, c'est donner l'expression aux salariés. Ils l'ont apprécié, ils le disent à chaque fois dans les enquêtes. Donc, on a fait une première enquête en juillet pour les sonder, pour savoir ce qui était vraiment très important. Notamment, dans cette enquête, on s'est aperçu, puisqu'on a tout de même dû mettre en place un peu de chômage partiel sur certains sites, les personnes qui travaillaient se sentaient beaucoup mieux malgré la fatigue pesante que les personnes en chômage partiel, qui étaient beaucoup plus fatiguées d'ailleurs, énergétiquement, que les personnes qui étaient sur le site à travailler très fortement. Donc, en fait, ça nous a permis aussi d'interpeller les managers pour le retour à l'emploi. Donc, l'enquête, l'expression des salariés est vraiment très, très importante. Et maintenant, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus faire sans enquête, sans expression. Voilà, donc ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, bien évidemment, je reprends un peu les thématiques que j'ai entendues auparavant par les différents intervenants. Une demande forte de communication interne. Et puis une demande de sens aussi, alors, ça fait longtemps que Botanique travaille sur des engagements RSE, mais les actionnaires, et donc les entreprises, les familles actionnaires ont décidé à ce moment-là de passer le cap, enfin d'aller au-delà des engagements RSE et d'engager tout le groupe
dans la qualité de la société à mission et d'aller beaucoup plus loin, d'inscrire dans ces statuts une boussole qui nous permet d'avancer encore plus loin sur le progrès social et environnemental. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, en fait, l'ensemble des collaborateurs est informé. On n'a pas encore, puisque c'est assez, ça prend du temps hein, d'inscrire dans ces statuts, enfin, d'abord de se mettre d'accord sur la raison d'être de l'entreprise et puis après de ses ambitions. Donc, c'est fait depuis un mois et maintenant on commence à développer la communication en interne et un peu en externe. Mais le chemin, effectivement, on a pris un virage beaucoup plus serré sur l'inscription de l'entreprise dans la société en tant qu'acteur proactif. Hein. Et en même temps, en parallèle, on a à nouveau interrogé les collaborateurs qui donc ont fait part d'une satisfaction encore beaucoup plus forte et d'un engagement beaucoup plus fort au service du projet d'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette crise, bon, enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais en fait, il y a eu beaucoup de déstabilisation partout, sur tous les plans, et que l'entreprise est devenue, je trouve, une valeur refuge et une sorte de famille. Enfin, en plus, nous, on a la chance d'avoir des actionnaires familiaux, des familles. On a créé une sorte d'engouement et de solidarité. Une sorte de proximité aussi, une sorte de proximité, de solidarité avec les collaborateurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le fait de les interroger régulièrement, de mettre en place un lab RH où chacun a l'expression au quotidien pour faire avancer le projet d'entreprise. Donc ça, on l'a mis en place il y a 3 ans avec Witifit, en plus des enquêtes de satisfaction sociale. Alors au début, c'est vrai que ça fait peur. Hein. Ça fait peur aux managers, ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, les gens enfin, il y a une discipline qui s'instaure. Et justement, Valérie, juste pour un petit peu donner un peu des conseils, si vous aviez 3 conseils à donner pour lancer ce projet d'engagement collaborateur, parce que vous parlez, ça fait peur, qu'est-ce qui permettrait justement, qu'est-ce qui pourrait faciliter justement le lancement? Voilà, si vous aviez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, voilà, pour lancer cet engagement collaborateur, cette démarche. Cette démarche, eh bien, je pense qu'il faut, enfin, le modèle top-down est dépassé, ça vous le savez, et il faut libérer les forces vives, toutes les forces vives de l'entreprise. J'en avais pas tant conscience il y a quelques années, mais avec et grâce à certains outils et certaines actions, comme par exemple, c'est vrai que cette crise, elle a accéléré les choses. On a dû responsabiliser plus les gens sur le terrain. On a été moins procédurier. L'organisation était moins prégnante. Et en plus, on laisse l'expression se faire, s'organiser. Ça nous interroge hein, sur la centralisation, décentralisation sur le terrain. Mais c'est une des clés de succès de l'engagement. Et c'est ce qu'on peut retirer comme enseignement de cette crise. Donc, revisiter l'organisation régulièrement pour voir si elle n'est pas trop prégnante et pour permettre à chacun, dans le cadre de son périmètre de responsabilité, de s'exprimer, d'exprimer sa créativité et améliorer l'engagement et l'efficacité au travail. D'accord. Bon, très bien. Merci, merci Valérie. Merci pour votre témoignage. En tout cas, c'est passionnant. Et bravo aussi à Botanique d'avoir osé et de se lancer dans une telle libération des énergies au sein de ces équipes. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Une petite question pour Madame Cotreau. Vous êtes basée en Haute-Savoie, vous n'êtes pas dans le Rhône vous-même? Non, le siège est en Haute-Savoie, à côté d'Annemasse. Voilà. Mais
voilà, si certains d'entre vous veulent qu'on en discute un peu plus, on regrette bien de ne pas vous avoir dans le Rhône parce qu'on conduit de nombreuses actions actuellement dans le domaine de la RSE. Et vu tout ce que vous nous avez dit, on aurait été, je pense, passionnés à approfondir la discussion avec vous sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais voilà, mais à disposition. Moi, c'est vrai que je suis proche du MEDEF Haute-Savoie, des Savoies. Mais bon, il peut y avoir des liens, bien évidemment, chez vous. Merci à vous. Merci. Merci, Madame Cotreau. On va donner la parole à Marie-Sabine Varenne, d'AVEM. Merci, Marie-Sabine, d'être parmi nous. Je vous laisse voilà, nous faire part de votre témoignage concernant AVEM. Alors, il reste à peu près, on va se donner 10 minutes, Madame Varenne, si ça vous va. Hein, pour laisser du temps aux questions-réponses. Merci beaucoup. Très bien, je vais être concise. Beaucoup de sujets ont déjà été abordés. Ouais. Donc, moi, je suis responsable RH au sein de la direction du développement humain d'AVEM. AVEM, c'est un groupe peut-être pas très connu parce qu'on est beaucoup dans l'ombre des banques. On est un jeune groupe, on est prestataire de services du coup pour accompagner les banques, mais aussi les commerçants et les enseignes dans leurs évolutions monétiques. Donc, c'est un petit peu tout ce qui concerne les terminaux de paiement, les automates bancaires. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on parle même de comptage dans les magasins pour avoir cette fameuse jauge qui fait qu'on peut respecter les protocoles sanitaires. On a 1800 collaborateurs. Alors, on a cette particularité d'avoir plusieurs sites. On a 10 sites de production et 87 sites plutôt de services de proximité. Vous en parliez tout à l'heure. Ça représente aussi dans cette période beaucoup de questionnements sur l'équité, comment on va traiter les personnes qui ont pu partir tout de suite en télétravail et puis ceux qui étaient toujours sur le terrain. Donc, on a bien sûr subi la fermeture des enseignes, des commerces. Et on a, même si c'était déjà dans notre ADN, on a voulu bien sûr renforcer, je reprends cette symétrie des attentions qui est super importante et qui, voilà, aujourd'hui, bien sûr, par le contexte Covid, nous fait renforcer tous ces dispositifs. Je peut-être laisse passer la slide suivante. Merci. Donc, on a toujours dans le groupe eu cette volonté, je dirais, de placer l'humain au cœur de notre chaîne de valeur. Nous y accordons beaucoup d'importance et on focus vraiment sur la vision du terrain et l'intelligence collective. Alors, on a engagé une démarche de transformation depuis maintenant quelques années, dans laquelle sont embarqués, bien sûr, notre QVT, la RSE. Notre transfo, elle est sur 3 piliers essentiels. Ça va être l'excellence, l'efficience et puis l'engagement. Donc, merci pour me permettre de témoigner. On a ce volet humain très, très prégnant, une volonté du collaboratif, de donner la parole, de responsabiliser, de rendre autonomes nos collaborateurs. Et pour ça, on a vraiment fait un choix d'avoir une culture managériale commune qui passe par, alors vous en avez parlé, des outils digitaux, du management visuel, des formats de réunions plus courtes, un cursus managérial commun, se connaître soi-même eh bien pour mieux accompagner les collaborateurs. Et puis, on a cette volonté d'avoir, de cultiver le plaisir de travailler ensemble. C'est-à-dire que on retrouve dans les échanges, c'est plus aujourd'hui le manager, ses équipes, c'est plus du top-down, mais maintenant, on est tous ensemble pour piloter, pour prendre des décisions. Donc, beaucoup d'ateliers collaboratifs. Bien sûr, on a beaucoup digitalisé pour pouvoir rester en contact. Vous le disiez, les managers ont été les premiers à s'adapter, à se transformer. Ils ont beaucoup porté de bienveillance envers leurs collaborateurs, leurs équipes.
Et nous, au service RH, eh bien, on a apporté le support aussi aux managers, leur donner du temps de parole. On a vu que la gestion des émotions était un sujet délicat. Tout le monde ne pouvait pas l'appréhender de la même façon. Alors, on avait déjà des choses inscrites de par notre politique RSE, puisqu'on a beaucoup de sujets sur la cohésion sociale qui sont déjà en cours. Je dirais que finalement, cette crise nous a vraiment fait faire un focus sur les priorités. Et l'outil Witifit nous a permis cela parce que je pense à un moment, on parlait aussi, voilà, comment on communique. Nous, service RH, on a l'impression de beaucoup communiquer, mais on ne sait jamais trop comment la communication arrive jusqu'aux collaborateurs. Comment elle est reçue. Ouais. Et Witifit, voilà, comment elle est reçue, comment elle arrive, effectivement, il y a les canaux de communication, mais comment elle est perçue, est-ce que finalement ils comprennent bien ce qui se passe, est-ce qu'ils ont suffisamment d'éléments de compréhension, quelle est la stratégie de l'entreprise dans cette période. Et alors nous, on utilise Witifit depuis 3-4 années. On a formé tous nos managers, hein, c'est à peu près 200 personnes. On leur a montré que finalement de se servir de cet outil ne pouvait être qu'un bénéfice. Donc on a levé d'abord tous les freins à l'utilisation de cet outil. Parce que voilà, quand il faut témoigner de son ressenti, ça peut être délicat. Pour autant, voilà, en expliquant l'anonymat, la démarche aussi qui est construite scientifiquement, la collaboration avec le CHU de Clermont-Ferrand, effectivement, c'est garant d'un certain professionnalisme aussi. Donc voilà, on s'est vraiment impliqué à apporter ce soutien aux managers pour qu'eux-mêmes puissent déployer envers leurs équipes. Ce baromètre, alors vu qu'on l'utilise depuis plusieurs années, ça nous permet de voir aussi l'évolution de l'impact qu'ont nos actions. Et comme je le disais, hein, de prioriser. On a bien vu que chez nous, en tout cas, la gestion des émotions est ressortie comme quelque chose de très, très fort de par les enquêtes. Et nous allons clairement cette année beaucoup nous intéresser à comment accompagner tous les collaborateurs dans cette gestion-là. On voit hein, typiquement dans la relation, on parlait de relation client aussi tout à l'heure, même si nous sommes impactés personnellement, eh bien quand on a voilà, je vous laisse imaginer un client qui appelle un commerçant donc, dont le TPE peut avoir un problème technique, voilà, il faut aussi gérer cette relation dans la condition actuelle. Ce baromètre Witifit, alors il nous a permis hein, je pense que quand on va chercher le ressenti des collaborateurs, le plus important, c'est de leur faire un retour. C'est de mettre des actions concrètement sur ceux qu'ils ont remontés comme irritants. Comme vous l'avez montré juste avant, on voit bien les points qui sont satisfaisants sur la satisfaction au travail. On voit dans la culture, dans tout ce qui a été proposé, voilà, d'un très très bon ressenti, et puis quelques irritants. Mais si on interroge nos collaborateurs et qu'on ne va pas leur donner après une restitution et mettre en place des actions, leur montrer qu'on les a écoutés, c'est plus compliqué. Pour la suite, il y a une perte de crédibilité, c'est un petit peu jeter des idées dans une boîte dont on n'ouvrira jamais le couvercle. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment ce qu'on a entrepris, c'est vraiment impliquer tous nos collaborateurs, la direction, les RH qui sont présentes au quotidien, qui ont formé tous les collaborateurs, managers, et des actions concrètes. Aujourd'hui, là, dans notre campagne annuelle, on est en plein dans le développement des plans d'action, dans les restitutions, et on voit que la cohésion sociale ressort comme quelque chose qui est très, très attendu.
Ok. Voilà. On a, comme je l'avais relevé, une augmentation quand même de la satisfaction au travail. On gagne beaucoup. Et une diminution du ressenti sur le stress. Donc, ces mesures-là sont très importantes. C'est-à-dire, Marie-Sabine, juste Marie-Sabine, oui, vous avez démarré cette démarche-là, on va dire, avec évaluer. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement, au démarrage de la démarche avec Witifit, vous étiez à combien de satisfaction au travail, de stress, et à combien vous êtes aujourd'hui? Alors oui, ouais. Alors on a commencé réellement notre première enquête en 2018. On était à 44% de taux de participation. Oui. Ensuite, on a fait des groupes pilotes dans l'entreprise. Comme je disais, on est assez dispersés, donc pas forcément facile. Tout le monde n'avait pas les mêmes besoins, les mêmes engagements. On a fait une campagne spécialisée coronavirus, où là, on avait déjà atteint un bon taux de participation. Malgré tout, on était encore à 48%. Et puis en 2021, donc nous avons mené notre campagne en mars, février-mars. Et là, on a atteint un record de taux de participation de 84%. Ok. Donc, on voit bien aujourd'hui que tous nos engagements, toutes nos actions ont libéré la parole. Nos collaborateurs maintenant osent exprimer leurs ressentis. Donc ça, c'est vraiment super important pour nous. On sait que nos plans d'action vont vraiment être dirigés sur leurs besoins. Et du coup, justement, sur les indicateurs satisfaction et ressenti, sur 10, ils ont évolué de quelle manière? Alors, vous parliez beaucoup de communication. On a beaucoup… alors, c'est compliqué parce qu'il y a eu toute cette période qui a fait quelques retours en arrière, mais globalement, tous nos indicateurs ont progressé positivement. Autant sur l'organisation, la reconnaissance. Je crois que Madame Villain, vous parliez de reconnaissance. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que ça ne passe pas que par le salaire. Donc, nous avons renforcé le feedback positif, l'écoute des managers, l'ouverture en fait de la communication vraiment du collaborateur vers son manager ou ces ateliers collaboratifs pour permettre que chacun puisse s'exprimer, donner du sens. Je ne vous cache pas que sur l'ambiance, on a gagné aussi parce que beaucoup de choses ont été faites en distanciel, mais tout le monde recherche vraiment de se retrouver sur site. L'équilibre de vie pro, vie perso, alors nous avons beaucoup d'actions pour augmenter cela, d'autant plus avec le télétravail. On était déjà, nous, beaucoup en télétravail, mais on voit bien aujourd'hui qu'il est difficile pour certains de se déconnecter. Voilà, donc toutes ces actions-là ont fait que nos indicateurs ont progressé globalement, tout ce que je viens de vous citer, de pratiquement 1 point depuis 2019. Et inversement, sur notre stress, on a progressé inversement en réduisant le ressenti sur le stress, malgré tout. Malgré la période actuelle. Exactement. Très bien, Marie-Sabine. Je suis désolée, je vais devoir redonner la parole si on veut un peu laisser du temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup. Oui, merci pour ce témoignage. Donc, si je comprends bien… Merci à vous. L'outil Witifit, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est un outil qui est là pour vous permettre, en gros, de mesurer et d'objectiver la satisfaction collaborateur, le degré d'engagement, le ressenti par rapport aux actions mises en œuvre. Et donc, c'est un outil qui est un outil de pilotage pour vous en tant que RH, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement, oui. Je voulais juste rajouter, aujourd'hui, on a lancé autour de l'organisation du travail, puisque c'était aussi, on avait beaucoup de demandes par rapport à ça, dans la flexibilité, par exemple, du travail. On a lancé un gros programme en début d'année qui s'appelle un programme Ensemble. Et pour vous montrer ce taux d'engagement,
aujourd'hui, on a plus de 200 collaborateurs, donc en plus de leur métier, de leur job actuel, viennent dans des espaces collaboratifs travailler sur plusieurs chantiers. Donc, comment on peut repenser demain notre organisation, le télétravail, l'engagement collaborateur, mettre en avant notre politique RSE aussi, voilà, parce que la RSE, on le sait, c'est aussi un fort levier d'engagement. Bien, alors merci en tout cas pour votre témoignage. Si on pouvait vous demander une tendance actuelle en quelques mots, de nous dire comment vous ressentez en gros la santé, entendue en son sens le plus large possible, incluant la santé mentale, la satisfaction au travail, au gré des confinements, déconfinements, reconfinements successifs. Vous diriez qu'on en est où aujourd'hui et quel est l'état de vos collaborateurs dans votre entreprise? Alors, on a, je pense, deux cas de figure, hein, parce que je vous disais, on a des collaborateurs nous, qui sont encore sur le terrain, qui ont toujours été. On a les techniciens, on a des plateformes, la logistique à continuer. On a au niveau santé, on a quand même, on voit bien la lassitude, l'épuisement, la bienveillance, c'est chronophage, c'est énergivore. Je pense qu'avec l'annonce qu'il y a eu hier d'allègement de toutes ces mesures, va donner un grand élan. En tout cas, beaucoup de personnes ont le désir de revenir sur site, mais on sait aussi qu'on a des collaborateurs qu'il va falloir aller chercher pour revenir. Mais on a vu aussi du fait que l'on ait continué à intégrer de nouveaux collaborateurs, ce mix en tout cas est essentiel. On ne pourra pas forcément rester 100% en télétravail. La plupart de nos collaborateurs quand même nous manifestent cette envie de se revoir, de se croiser à la machine à café, parce que la visio, ça ne fait pas tout. Ah, c'est limite. Bien, eh bien, merci pour ce témoignage. Dans les quelques minutes qu'il nous reste, sauf si l'un ou l'autre avait quelque chose à rajouter, je voulais donner la parole à nos participants qui ont été très patients et qui nous ont écoutés avec beaucoup d'attention tout au long de ces développements. Est-ce que tel ou tel parmi les participants souhaiterait poser des questions, aussi bien sur le volet ANDRH, qui remonte à il y a un petit moment maintenant, que sur le volet Implid Witifit qui vient de vous être présenté avec les deux témoignages de Botanique et AVEM. Y a-t-il des questions? Sachant que je n'en ai pas vu a priori sur le chat. Non. Il n'y en a pas sur le chat. Il y a plus de remerciements que de questions. C'est sympathique. Donc, y a-t-il des questions? Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole à la suite des présentations? Oui, bonjour, je me présente, je suis Pascal Aubin, en fait, d'Harmonie Mutuelle. Donc, merci déjà pour ces témoignages qui sont très enrichissants. Donc, moi, dans ma fonction, en fait, je suis amené à rencontrer beaucoup d'entreprises puisque je travaille essentiellement à destination de la protection collective et puis on a une forte activité dans le domaine de la prévention pour les salariés. J'aurais une question à poser à nos amis d'ANDRH. Puisque mes interlocuteurs sont principalement des responsables de ressources humaines. On parle beaucoup effectivement de l'engagement, de la situation des collaborateurs, mais j'avais envie de vous demander quid des responsables de ressources humaines qui depuis un an maintenant sont très fortement sollicités, qui ont dû mettre en place beaucoup de choses dans l'urgence. Et je vais vous donner un ressenti personnel que peut-être alors certains partageront, mais j'ai un peu le sentiment de rencontrer beaucoup de gens qui, dans ces fonctions-là, sont elles-mêmes en forte situation de fatigue, parce que voilà, c'est une gestion qui est très compliquée. Est-ce que vous, au niveau de la NDRH, vous avez ce ressenti? Est-ce que vous mettez en place des actions qui ciblent vraiment vos homologues responsables des ressources humaines? Alors, je vais répondre. Donc, effectivement, Fabienne, dans sa présentation, l'avait dit rapidement.
Alors, nous, on constate effectivement cet épuisement, hein, bien sûr, sur nos fonctions. Ça a été très tendu, en fait, jusqu'à, on va dire, novembre-décembre, sur des niveaux d'activité, en fait, qui étaient très élevés, avec finalement de la gestion de crise tous les jours. Et surtout, sur la fluctuation législative, ça a été compliqué pour les RH opérationnels, hein, particulièrement, qui devaient, en fait, suivre aussi et mettre en œuvre, que ce soit les protocoles sanitaires, les questions d'activité partielle. Voilà. Donc, ça a été très difficile. C'est la raison pour laquelle nous, ce qu'on a fait au niveau local, ce qu'évoquait Fabienne, on a mis en fait des groupes de parole et des échanges en fait entre pairs, c'est-à-dire qu'on a fait un groupe de parole pour les RRH et les DRH, un groupe de parole pour les consultants, un groupe de parole pour les formateurs, c'est-à-dire que les personnes qui étaient directement impactées par la crise sanitaire, mais avec des problématiques qui étaient différentes, puissent échanger en fait entre elles. À côté de ça, on a mis en place des sessions de co-développement professionnel à distance. On a lancé 3 groupes de co-développement. Donc, il y a 6-7 personnes par groupe qui se réunissent toutes les 3 semaines avec des animateurs certifiés pour pouvoir parler en fait de leurs difficultés, de leurs pratiques professionnelles. Autre action qu'on a mis en place, on a mis en place du coaching solidaire. C'est-à-dire qu'on a identifié au sein de notre réseau, je crois qu'on en a 7 ou 8, des personnes qui se sont portées volontaires et gratuitement et qui sont certifiées coach pour suivre individuellement des RH qui en auraient le besoin. Alors, sous couvert de confidentialité, on ne connaît pas du tout les suivis, mais ça fonctionne en fait très bien. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place au niveau local. Et au niveau national, la NDRH nationale a mis aussi des lignes d'écoute 24/24 pour que les RH en fait, puissent avoir en fait, des réponses ou tout simplement puissent partager des difficultés qu'ils rencontrent. Mais vous avez tout à fait raison, on rencontre ça en fait encore aujourd'hui. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est peut-être passé dans la phase peut-être juste d'après. Il y a toujours l'épuisement, mais il y a aussi des questionnements sur les carrières. C'est quoi la suite de ma carrière? Est-ce que j'ai envie en fait de continuer à avoir ces fonctions en prise directe avec direction, salarié, gestion de crise, parce que les RH sont aussi là pour du développement, des projets de développement, et qu'ils n'ont pas vraiment géré ça depuis une année. Je ne sais pas si tu veux compléter, Fabienne. Juste peut-être une action aussi qu'on a mise en place. On a mis en place de la méditation à distance, qui a aussi très bien fonctionné et on a eu des bons retours aussi pour aider nos collègues. Je crois que Madame Sibeux demande la parole. Oui, s'il vous plaît, merci. Donc, je suis Nicole Sibeux, je suis consultante senior et associée au sein du cabinet Inoé, qui est un cabinet lyonnais. Et nos contacts sont essentiellement les directions générales et bien sûr les DRH. Ma question serait au niveau de la NDRH, est-ce que vous avez identifié, là on a parlé de ce qui a été mis en place, moi ma question elle serait plutôt en prospective et en se disant est-ce que au regard de cette crise qui a bousculé énormément de choses et particulièrement au niveau managérial, que ce soit au niveau managérial, direction générale, mais que ce soit au niveau managérial intermédiaire et de proximité, qui ont été un peu malmenés, ou en tout cas les référentiels ont été très bousculés. Est-ce que vous avez identifié des compétences managériales qui s'avèrent essentielles justement pour aborder ces situations de crise ou en tout cas de transformation, parce qu'on est dans un mouvement de transformation profond et au regard de ces expériences, quelles sont selon vous les compétences managériales essentielles pour continuer à optimiser et accompagner l'engagement des collaborateurs dans les entreprises? Alors, je commence, je te laisserai la parole après Fabienne. Je ne sais pas si je peux répondre de manière universelle, en tout cas sur les compétences attendues chez les managers, mais en tout cas, pour ce qui est de mon cas, moi par contre, et vous avez raison d'insister là-dessus, j'ai fait une refonte de mon référentiel de la compétence managériale qui existait déjà, mais on l'a refait, on l'a remis à jour avec un axe soft skills qui est encore plus développé évidemment que celui d'avant. Et donc, juste pour vous partager moi ce que j'ai pu faire, nous, on a beaucoup axé sur des thématiques qui sont liées en fait à la communication, à l'assertivité,
particulièrement très fort parce qu'on a vu qu'on avait des réactions parfois qui n'étaient pas forcément toujours adaptées et ce n'était pas forcément évident en fait pour tout le monde. Et puis après, sur le collectif. Donc, que ça soit le travail en équipe, le travail en fait en transverse ou en fonctionnel. Après, je ne sais pas si… je pense que tous les RH, ça dépend aussi des cultures d'entreprise et des attendus, ont peut-être dû repenser en fait leur référentiel ou les attendus. Mais moi, c'est ce que j'ai fait à mon niveau. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de répondre à une question comme ça parce que autant d'entreprises et quand même de problématiques différentes. Je vais peut-être citer deux compétences qui me paraissent extrêmement importantes dans des organisations complexes comme celle que je représente. Donc, tout ce qui est, on va dire, le management de l'incertitude. Alors, pas seulement, je dirais, le management en période d'incertitude, mais le management aussi des incertitudes liées aux transformations nombreuses et répétées. Aujourd'hui, on est dans des organisations qui changent extrêmement souvent. Moi, mon expérience, c'est qu'une organisation n'est maintenue que dans une période maximum de 1 an. Ça veut dire qu'on a à peine fini de changer et de transformer et d'accompagner une organisation qu'on démarre un autre projet d'organisation. Et donc, on attend des managers et des RH d'accompagner ce rythme, on va dire, incessant. Donc, sa capacité à gérer de l'incertitude extrêmement important. Et puis, l'autre point que j'ai cité plusieurs fois, qui est fortement lié aussi à l'engagement, c'est sa capacité à se connaître soi-même, à prendre du recul, à gérer son stress et ses émotions et à pouvoir détecter le stress et les émotions de ses collaborateurs pour être dans une relation interpersonnelle plus importante qu'elle n'a été, à mon avis, ces 10 dernières années. On est vraiment sur l'intelligence émotionnelle aussi, hein, sur ces notions-là. Et moi, je voudrais juste rajouter une chose alors, qui est moins vraie sur les organisations comme celle de Fabienne et particulièrement sur le périmètre de Fabienne, puisqu'ils avaient c'était déjà dans la culture d'entreprise, mais c'est moins vrai quand même dans pas mal d'autres entreprises quand on parle de travail à distance. Nous, on a transformé aussi un terme, c'est-à-dire qu'on parle d'une nouvelle compétence qui est le télémanagement. C'est-à-dire qu'on est à distance, mais il faut aussi développer des capacités managériales qui sont différentes, qui n'étaient pas forcément celles que nos managers avaient. Mais je dis, alors là, pour le coup, c'est pour certaines organisations. Je pense que c'est moins vrai chez Fabienne, puisque ça existait déjà beaucoup. Merci. D'autres questions dans les 5 minutes qu'il nous reste? S'il y a des questions rentrées de la part des uns ou des autres ou des remarques, n'hésitez pas à les formuler. Qu'est-ce que tout ça vous inspire? Laurence, qu'est-ce que vous en pensez? Quels enseignements vous allez en tirer pour vos entreprises de la métallurgie? Bruno, il y a M. Pomatio qui veut poser une question, je crois. Ah, alors, on va laisser parler M. Pomatio et après, Laurence, ça vous permettra de nous dire un peu quel miel vous allez faire de tout ça. M. Pomatio? Ah, on ne vous entend pas. Votre micro n'est pas branché. Allô, allô, il semblerait… On ne vous entend pas. Micro. Vous pouvez peut-être poser votre question dans le chat. On ne vous entend pas. Hein. Oui, ça c'est… Peut-être vous déconnecter, vous reconnecter. Mais… Bon, alors, en attendant que vous puissiez résoudre votre problème technique, Laurence, je reviens à ma question. Un grand merci pour tous ces témoignages, c'était vraiment extrêmement intéressant. Je rejoins complètement la question qui a été posée par la personne de chez Harmonie. Nous, on a vu les DRH vraiment épuisés et la quête de sens dans ce métier qui se profile au bout de tout ça, avec parfois des injonctions de groupes parfois étrangers qui sont compliquées à gérer dans un climat français et une culture française. Donc, une pression sur les RH qui était vraiment très, très forte. Et puis, moi, j'étais effectivement très intéressée aussi par cette réunion ce matin pour me dire comment est-ce qu'on essaye d'aider justement les entreprises au retour qui nous est effectivement annoncé. Donc, c'est une très bonne nouvelle et tout le monde
personnellement contents et les entreprises aussi. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi réfléchir à comment est-ce que je gère demain avec justement des cultures qui sont, et vous l'avez tous dit, très différentes désormais. Comment est-ce qu'on commence à préparer les équipes à ce retour? Et moi, c'est ce qui aujourd'hui m'intéresse aussi, c'est de me dire finalement comment est-ce que les RH vont pouvoir anticiper à reconstruire un collectif qui sera différent de celui d'avant. Parce que, comme vous l'avez tous dit, on ne repartira pas exactement pareil qu'avant. Mais la question d'aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est comment est-ce que j'utilise ce temps pour projeter finalement le travail qu'il va y avoir à faire, pour remobiliser les équipes, avec des personnes qui auront vécu des choses différentes, entre les personnes d'atelier qui seront restées en production, celles qui auront été beaucoup en télétravail, avec des ressentis différents de cette crise, et avec justement reconstituer tout ce collectif de travail qui a été très secoué pendant cette période. Donc, s'il y a quelques pistes là de réflexion des DRH d'un côté ou de l'autre sur comment je prépare demain et comment est-ce que je commence à me dire je vais remettre tout le monde ensemble, avec encore sans doute des régimes un peu différents selon les métiers, c'est un point qui me semble essentiel. Merci Laurence. Je voudrais savoir si notre interlocuteur a retrouvé son micro d'un intervalle. Alors, je crois. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super. Parfait. Oui, super. Merci. Alors déjà, oui, je remercie tout le monde pour ces présentations très intéressantes. Moi, c'est plus deux remarques, plus que des questions. Donc, pour me présenter un peu, je suis Victor Pomathieu, donc je travaille aussi chez Harmonie Mutuelle comme mon collègue Pascal Aubin, et je suis psychologue du travail à l'origine. Et donc, je voulais insister sur le fait, ça a été un peu discuté tout au long des interventions, sur l'importance de l'implication des collaborateurs et qui ne soit pas seulement une consultation, en fait. C'est aussi, nous, ce qu'on voit d'expérience dans les entreprises. Souvent, en fait, on est conscient que le top-down a ses limites, mais on va aller recueillir les avis, les ressentis des collaborateurs, mais parfois, l'implication va s'arrêter là. Et ensuite, on va, par exemple, mettre des groupes de parole, mettre des solutions un peu que nous, on dit de prévention secondaire, c'est-à-dire on va donner des ressources pour la gestion du stress avec la méditation. Donc, c'est des choses très utiles en elles-mêmes. Mais il faut aussi aller vers des choses une implication qui soit réelle à travers des groupes de travail, c'est-à-dire que ce ne soient pas seulement des groupes de parole qui permettent effectivement de réguler les émotions, de trouver un soutien, etc., mais qui soient vers des groupes de travail qui touchent sur des questions organisationnelles, en fait. Et en termes de reconnaissance, pour un collaborateur, la plus belle, c'est finalement de constater que ces idées qui sont issues du terrain, en fait, qui sont les problématiques, elles sont vraiment éprouvées par le terrain. Et il y a des idées qui ne peuvent émerger que du terrain, qui peuvent être cohérentes uniquement parce qu'elles viennent du terrain. Et donc, pour ça, il faut une vraie démarche on en a eu des exemples, mais de co-construction des solutions. Et je sais que c'est souvent un peu difficile pour les dirigeants parce qu'on a peur, les démarches RPS, QVT, on a peur de ce qui pourrait remonter et de tout ça. Et pourtant, c'est ce qui est le plus efficace. Et aussi, un argument qui fonctionne bien, c'est que c'est aussi le plus rentable. C'est-à-dire que on sait qu'en investissant, on retombe largement sur ses pattes, voire plus. On dit qu'1 euro investi en prévention peut amener à 2 euros environ par plusieurs études, d'ailleurs, de bénéfices. Donc, il ne faut pas hésiter à aller jusque dans ce niveau d'implication-là, à mon avis, pour favoriser l'engagement. Et le seconde remarque, c'est pour rebondir aussi sur ce que disait mon collègue Pascal Aubin. Effectivement, il y a aussi tout l'enjeu des DRH et de la santé du dirigeant. Et on a aussi, nous, des études en interne ici qui montrent que la santé du dirigeant a un impact direct sur l'activité économique et sur l'engagement des équipes. Et donc, c'est aussi des choses qui sont à ne pas négliger, et notamment en période de crise. Voilà, merci, c'était pour mes remarques. Je voudrais bien rebondir, si vous le permettez. Oui, qu'est-ce qui nous parle ici? Parce que je trouve que c'est très, très… Oui, c'est Marie-Sabine Avem. Oui. Si je peux rebondir, parce que ce point est super important. Et avec cette mesure que l'on fait avec ce baromètre social, effectivement, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Ce n'est pas simplement de recueillir et de libérer la parole, c'est une première chose. Mais c'est aussi de faire des actions et de remesurer, et c'est ce que cet outil permet. C'est-à-dire que vous allez avoir un impact, l'équipe va décider d'une action pour améliorer sa qualité de vie au travail, par exemple. On la met en place, le manager s'assure que pendant 2-3 semaines, c'est maintenu, et après va refaire, par le biais du baromètre social, rechanger les curseurs des ressentis des collaborateurs et va voir tout de suite l'impact que l'action a eu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet, nous, d'avancer, en tout cas, et d'être très efficace. Voilà, merci.
Merci Marie-Sabine. Ce que je voudrais rajouter, si vous me permettez, c'est que c'est vraiment la plus-value de cette démarche, de cette plateforme digitale avec laquelle on travaille, sur laquelle on travaille, c'est vraiment d'avoir ce côté itératif. C'est-à-dire que ça va au-delà d'un baromètre classique, hein, on met en mouvement les équipes et qui peuvent voir de manière très pragmatique, puisqu'il y a une captation des ressentis à nouveau, qui vont pouvoir voir les effets de leurs actions. Donc, ça permet vraiment de piloter concrètement et de justement, vous savez, l'inaction, et je rejoins la personne qui vient de parler, psychologue du travail, l'inaction est beaucoup plus anxiogène que l'action au final. Donc, quand on est dans des périodes de changement, il faut mettre en mouvement. C'est un anti-anxiolytique très naturel. Mettez en mouvement vos équipes et c'est pour rebondir aussi sur ce que la question de Laurence, c'est-à-dire comment remettre en mouvement les équipes, reconstituer le collectif. Ça va se faire en les questionnant et surtout en les mettant en action collective. Voilà, quelles sont vos recommandations? Les rendre acteurs de la suite aussi. Ça se co-construit. Donc, c'est vraiment ma recommandation, c'est vraiment de prendre un temps, de faire des retours d'expérience par rapport à la crise qu'on vient de traverser quand le retour au travail, en tout cas une nouvelle organisation doit se mettre en œuvre. C'est vraiment de questionner vos équipes, c'est les mieux placés pour pouvoir co-construire un nouvel environnement de travail avec le manager. Merci Nathalie pour cette intervention. Il est 10h15, donc si nous tenons nos timings, notre réunion prend fin. Je voudrais simplement moi aussi faire une dernière remarque avant que l'on se quitte et réagir aux propos de Monsieur Pro-Mathieu, ça si je ne me trompe pas, puisque en fait vous nous permettez de boucler avec ce que nous nous étions dit entre nous dans la préparation de notre rencontre, et notamment j'ai souvenir que on avait donné 3 axes à nos échanges. On avait dit, 1, comment est-ce qu'on maintient le contact en période de crise, 2, comment on offre un accompagnement adapté à nos collaborateurs, et 3, comment on ouvre des perspectives. Et je me souviens que quand on avait abordé le volet ouverture de perspectives dans une période de crise, on avait dit notamment la période de crise, c'est le bon moment pour lancer des projets structurants. Et donc là, on rejoint tout à fait ce que vous venez de développer, à savoir que, effectivement, un des outils peut-être qui permet d'éviter d'être anxiogène, c'est de mettre toutes les équipes dans des actions qui soient au-delà de la consultation, qui soient véritablement des projets structurants, des projets de fond, des projets d'entreprise qui leur permettent de percevoir qu'il y a un avenir, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin, étant donné encore une fois que nous avons atteint le temps limite. Les meilleures réunions sont toujours les plus courtes, et donc je pense qu'il faut se tenir à notre timing. Voilà, donc sauf s'il y a vraiment une ultime question rentrée qui générerait des frustrations, eh bien, posez-la. Mais si ça n'est pas le cas, je rappelle que vous aurez accès, dès qu'on vous aura transmis le lien, à tous nos échanges qui ont été enregistrés et que vous pourrez y revenir et voir, y compris reprendre contact les uns avec les autres. En tout cas, je tiens, avant de clôturer, à remercier l'ensemble de nos témoins et partenaires, en particulier Madame Cotreau et Marie-Sabine Varenne, pour leur témoignage, ainsi que nos partenaires ANDRH, Anthony et Fabienne et la 3e personne de Lyon 2, et puis également nos partenaires d'Implit, bien sûr, et d'abord Nathalie qui nous a fait une brillante présentation, donc merci Nathalie. Et puis avec plaisir. Tous dans nos responsabilités respectives, on fera notre miel de tous ces échanges. Voilà. Merci à tous, très bonne journée et à une prochaine réunion. Merci Bruno. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.